Bonjour Noémie, Bonjour. à quelle heure tu t'es levée ce matin? Oh, ce matin, je suis en vacances à Paris, donc je me suis levée à 6h30, mais vraiment parce que mon corps est habitué à se lever à ces heures-là. Tu viens souvent à Paris? Je viens parfois parce que c'est important pour moi de pouvoir garder un pied en ville et pouvoir parler de mon métier, témoigner. Donc j'essaye de venir une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, pendant 2, 3 jours, 4 jours parfois. Alors 6h30, j'imagine que c'est une grasse matinée pour toi. Mais en fait, ça dépend des jours. Il y a plein de préjugés sur le milieu agricole et sur ce métier, mais il y a des jours où on va se lever aux aurores, donc les jours où il faut aller à la salle de découpe, au marché, donc là c'est des levées vers 4h30, 5h, très clairement. Et puis après, il y a les jours où on va simplement s'occuper des bêtes ou simplement s'occuper des cultures, des végétaux, etc. Et là, on suit le soleil. Donc en fait, en hiver, moi j'ai tendance à me lever un petit peu plus tard qu'en été, où très clairement la nature, la force de la nature nous appelle très très tôt le matin pour qu'on soit dehors avant qu'il fasse trop chaud. Et ensuite retourner travailler le soir s'il le faut. Donc vraiment, les horaires en agriculture, c'est un vrai sujet, mais ça change tout le temps. C'est un vrai sujet, Oui, on c'est un est vrai sujet. d'accord. Ouais, bien sûr. C'est ça, parce que ma question c'est de savoir si tout le monde comme ça peut réussir à s'adapter à travailler dès l'aurore. Ça, c'est... Ça dépend vraiment du modèle agricole qu'on a choisi ou qu'on a pu choisir. Parce que moi, j'ai la chance d'être éleveuse indépendante, donc d'avoir créé de toutes pièces une ferme qui correspondait à mes besoins. Et en revanche, il y a beaucoup d'autres personnes qui reprennent un outil de travail existant ou qui s'installent dans des systèmes où ils sont obligés de tout le temps se lever à heure fixe. Par exemple, sur notre ferme, on est une douzaine. Je suis sur une ferme collective, Terre de Liens. On est une douzaine avec des activités différentes. Il y a les maraîchers, les céréaliers, les bergers. Et très clairement, les bergers doivent être à la traite tous les matins à 7h. Donc eux ne peuvent pas se permettre, par exemple, le matin d'aller faire quelque chose d'autre avant d'aller au travail. C'est vraiment la traite qui impose son rythme. Moi, j'ai des animaux que je ne dois pas traire, donc j'ai cette chance de pouvoir parfois, si j'ai besoin de faire de l'administratif tôt le matin parce que je sens que mon cerveau est câblé à ce moment-là pour le faire, je peux le faire et aller voir mes cochons ensuite. Et mes cochons ont cela de magique qu'ils font leur vie. En fait, ils ont tout le temps accès au plein air, ils sont dans une cabane avec une petite courette et une porte arrière qui ouvre sur la colline. Imaginez un coteau dans le Gers, bien en pente, orienté sud avec plein d'arbres qui ont été plantés au milieu. Et ce sont eux qui décident. S'ils ont envie d'aller se promener le matin, ils vont le faire. S'ils ont envie de rester à ronfler jusqu'à 9h, 10h du matin, ils le font également. Et généralement, ils sont comme les humains, c'est-à-dire que s'il pleut dehors, ils vont rester bien au chaud et attendre qu'on vienne les nourrir et retourner faire la sieste derrière. Ils ont tout compris. Et toi le matin, dans quel état physique tu te trouves aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a une différence par rapport au moment où tu as commencé justement dans l'agriculture? Ah ouais, complètement. Ah ben les premières années agricoles, on sent son corps qui change de toute manière. En fait, le métier commence à s'imprimer dans nos cellules et dans notre corps. Donc je me réveillais pas du tout de la même manière il y a 8 ans, lorsque j'ai commencé mon installation, que maintenant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de routine en fait physique qui s'est installée dans mon corps. Et donc je me lève, j'ai mes petites habitudes avec la tasse de café, etc. Et ensuite j'ouvre mes rideaux, je regarde l'état de la parcelle, est-ce qu'il y a de la brume, est-ce qu'il pleut, et en fonction de ça, je prends quelques minutes de plus pour bien réfléchir et puis me préparer. Ou alors je sors directement et vraiment aller m'occuper de mes animaux tous les matins, chercher les seaux de grains, les nourrir, aller vérifier leur clôture, aller toucher le ventre des trucs qui sont pleines pour voir à quel stade elles en sont. Pour moi, c'est devenu vraiment une routine et c'est comme un sport matinal. Je me sens bien dans mon corps une fois que j'ai fait ça. Mais c'était pas le cas donc au début. C'était pas le cas au début, non, mais au début, de toute manière, quand on s'installe agriculteur et qu'on n'a jamais fait ça avant, moi j'ai vraiment bossé dans un bureau avant pendant toute ma vie et ma petite carrière avant d'être paysanne, vraiment, bah non, mais tout est dur en fait. Prendre la fourche le matin, c'est dur. Soulever les sauces, c'est compliqué également. Donc il faut vraiment que les saisons passent sur notre corps jusqu'à ce que le métier soit inscrit en fait quasiment dans toutes nos cellules. Donc ça, c'est un long apprentissage. Mais une fois que c'est en nous, c'est comme, je sais pas, c'est comme manger sainement ou faire un sport quotidien, ça devient indispensable et parfaitement naturel. T'as douté justement au début de cette reconversion en te disant non mais en fait dans quoi je me suis lancée en fait physiquement c'est pas possible. Ah oui, les premières années d'installation agricole, c'était très dur, ouais. En fait, tout le monde va vous dire que le parcours d'installation agricole est un parcours du combattant. Et c'est vrai. Je pensais que
C'était une image avant de m'installer moi-même. Et effectivement, c'est très dur, c'est très complexe. Il faut tout construire, tout créer, se faire une clientèle, élever ses animaux, se retrouver confronté en tant que chef d'exploitation, donc en tant que chef d'entreprise, aux aléas du climat, aux aléas de la vie et de la mort, aux petits accidents de parcours, à la précarité économique, à l'attente aussi des dossiers de subvention, à l'attente de plein de dossiers pour lesquels il manque toujours un papier. C'est quand même un labyrinthe. Je ne pensais pas avoir peur des dossiers, des papiers, ayant fait Sciences Po et me disant que voilà, les dossiers, j'en ai toujours fait, ça me pose pas question. Mais en fait, non. Quand on est agriculteur, la priorité, ça va toujours être l'animal, le végétal, ou alors le repos de son corps. Enfin, c'est vraiment ça dont on a besoin en tout premier lieu. Et les papiers, les dossiers, les rendez-vous, etc., ça passe nécessairement après. Et c'est assez facile de se retrouver un petit peu sous l'eau, un peu submergé. Et si le mental commence à lâcher, le corps craque aussi. Et manque de chance en agriculture, notre corps, c'est notre outil de travail. Donc il faut absolument parvenir à le préserver. Et ça, les premières années, c'est très très dur. Au bout de plusieurs années d'installation agricole, moi j'ai vraiment flanché. En 2022, j'ai cru que j'allais tout arrêter. Et je me suis fait aider par Solidarité Paysan, une asso qui aide les paysans qui se retrouvent en difficulté, soit physique, mentale, économique. Et ils m'ont vraiment aidé à reposer mes priorités, à voir ce qui me coûtait le plus de temps, le plus de mal physique également, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des tendinites qui apparaissaient, etc. Mais au bout de 4 ans d'installation agricole, c'est pas possible. On peut pas, au bout de 4 ans, avoir des tendinites et envisager la suite de son métier comme ça. Donc, ils m'ont vraiment aidé à faire le point et à me recentrer. Voilà. C'était faire le point, donc du coup, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue donc physique, tu parlais de tendinites. Tout est lié de toute manière. Absolument, tout est lié. Et puis aussi au niveau économique. Il y a toujours, en agriculture, l'économique qui sert d'aiguillon et qui fait mal exactement là où... Enfin, faire mal au porte-monnaie, c'est terrible. En fait, quand on bosse 60 heures, 70 heures par semaine pour ne pas avoir de revenus à la fin, ou pour en avoir un minime, c'est extrêmement dur. Au bout d'un moment, on se lève les matins en se disant « mais à quoi bon ? À quoi bon je fais tout ça ? Enfin, je vais encore travailler plus aujourd'hui, alors que les matières premières ont augmenté, alors que le grain a augmenté. En 2022, en fait, il y avait eu une crise du grain suite à la guerre en Ukraine. Donc le grain, en 6 mois, pour moi, était passé de 530 € de tonne à 900 € tonne. Donc en fait, imaginez chaque kilo de viande que je produisais, donc tous ces efforts que je mettais en branle qui venaient de l'intérieur de mon corps, je travaillais pour rien. Je travaillais tous les matins pour aller perdre de l'argent. C'était extrêmement violent, extrêmement brutal. Un abattoir, à ce moment-là, a également fermé. J'ai dû faire encore plus d'heures de route, 1h30 de route, pour aller abattre mes bêtes en plein milieu de la nuit dans un autre département. Le pétrole augmentait à ce moment-là, ainsi que post-Covid, il y a eu beaucoup d'augmentation de matières premières, donc les bocaux en verre, les capsules en fer, tout a augmenté. Et c'était intenable. Donc forcément, si le volet économique ne tient plus, parce que en 6 mois, tout s'est dégradé, qu'en plus vous êtes épuisé et que vous vous rendez compte que la seule façon de s'en sortir, c'est de travailler plus pour peut-être toujours pas gagner un centime, ça ne marche pas. Donc là, heureusement qu'il y a des partenaires et des associations autour de nous pour nous aider à voir en fait pourquoi on fait ce métier, pourquoi on aime ce métier fondamentalement, et si on veut continuer à le faire, comment réorganiser les choses. Donc moi, depuis 2022, j'ai changé de rythme, j'ai réduit mon cheptel, j'ai beaucoup moins d'animaux, je fais beaucoup moins de découpes, de transfo, de vente de viande, moins de marché également, mais j'ai augmenté le nombre de truies pour pouvoir faire naître des porcelets, donc des porcelets noirs. C'est une race rustique, c'est le type gascon, c'est ce qui est l'une des 6 races rustiques en France, c'est vraiment endémique du sud-ouest de la France, et je suis en bio, donc en fait je me retrouve avec des petits porcelets qui sont très recherchés par mes collègues agriculteurs dans le Gers et les départements alentours, et j'adore faire naître. Voilà, donc j'ai su me recentrer, mais je sais depuis 2022 que je travaille pour rembourser mes emprunts contractés au démarrage de mon installation agricole et qui étaient dimensionnés pour une ferme beaucoup plus grosse. Donc en fait, je sais que pour le moment, je travaille plutôt pour rembourser la banque que pour me payer moi. Mais j'ai fait la paix avec ça et je sais pourquoi je bosse, je sais pourquoi je fais ce métier, je sais à quel point il me nourrit au quotidien et les liens humains que je tisse tous les jours avec les personnes de mon collectif, les liens également avec les animaux, avec les plantes, avec la nature, ça n'a pas de prix. Et pour moi, c'est quelques années, c'est comme une espèce de traversée qui me permettra de rester agricultrice demain parce que ça a tellement de sens. Je changerai de métier pour rien au monde.
Alors justement, tu évoquais ton parcours avant d'être agricultrice, tu as évoqué Sciences Po. Mhm. Raconte-nous un petit peu ce que tu faisais avant et quel était ton objectif lorsque tu as démarré en tant que jeune femme, en tant qu'étudiante à Sciences Po. C'était quoi tes rêves? Ah mais oui, bonne question, ça, ça remonte à loin. Moi j'ai grandi à Calais et j'avais toujours rêvé de pouvoir partir à la ville, à la grande ville à Paris ou dans d'autres villes à 18 ans. Donc Sciences Po m'a ouvert ses portes, j'y suis allée avec joie, j'ai adoré mon cursus scolaire là-bas. Et ensuite j'ai commencé à bosser à Hong Kong, puis ensuite à Londres dans un petit cabinet de conseil en développement international. Donc je bossais plutôt pour le secteur public. Et toujours un petit peu du côté des problématiques environnementales ou sociales. Mais c'était quand même assez déconnecté du terrain, du concret. Et je crois que je commençais à me poser les questions de l'impact concret de mon travail quotidien. Mes dossiers étaient bien faits, bien ficelés, mais quel était l'impact réellement sur la vie des gens? J'étais pas sûre. Et en fait, à Londres, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont poussée à quitter la ville et à venir me mettre au vert à la campagne. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent si j'ai regretté, si, enfin voilà, est-ce que j'avais pas envie de retourner vivre à Londres? J'avais quand même toute ma vie là-bas, compagnons, amis, un super appart avec des colocataires formidables. Mais en fait non, je ne pouvais pas retourner en ville. Donc mon corps m'a fait ce cadeau de me dire stop, de me dire bah non, la ville finalement c'est peut-être pas ton parcours pour le moment. Et là, si tu veux te retaper, être en forme, c'est à la campagne que tu vas commencer ta nouvelle vie. Et de fil en aiguille, je suis arrivée dans des fermes où il y avait quelques cochons, puis beaucoup plus, puis j'ai fini éleveuse. Est-ce qu'on peut parler de ta maladie? Est-ce que pour que les gens comprennent bien, pour que l'on comprenne bien Ouais. de quoi il s'agit, qu'est-ce qui fait que du coup tu ne pouvais plus vivre en ville? Ouais, ça a été assez compliqué parce que ça s'est développé au fil du temps avec une gamme de symptômes qui était très large. Mais en gros, j'ai commencé à avoir au démarrage des grosses affections respiratoires, comme des énormes crises d'allergie, mais à des polluants qui normalement ne font pas réagir les gens. Par exemple, les cols dans les tables, les vernis, les formaldéhydes, les produits anti-feu sur les matelas ou autres. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir de gros problèmes de maux de tête, problèmes cognitifs, orientation, perte de mémoire, etc. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir les mêmes maux de tête lorsque je passais trop de temps sur les écrans. Et lorsque j'avais mon téléphone en main, j'avais également des brûlures et des cloques qui apparaissaient sur ma peau, enfin des choses qui étaient un peu dingues. Donc j'ai été dans le déni de ce que me disait mon corps pendant très longtemps. Je ne voulais pas être associée à ces nouvelles maladies émergentes que j'avais vues dans des reportages qui étaient toujours associées à des personnes plutôt âgées, anti-société, un peu contre tout ça. Vraiment, j'ai fait un rejet. Mais force a été de constater que lorsque j'étais à la campagne, au vert, mon corps se remettait à fonctionner et toutes mes capacités mentales et cognitives avec. Donc en fait, ça a été évidemment que j'allais continuer à bosser à la campagne. Et puis de fil en aiguille, voilà, on pense qu'on est à la campagne juste pour le loisir, pour la santé, enfin que sais-je. Et en fait, on finit par en faire son métier parce que je me suis rendu compte très vite que produire la nourriture pour les gens qui nous entourent, c'était concret et c'était extrêmement politique. Moi, j'avais fait Sciences Po pour essayer, par les politiques publiques, de changer la vie des gens. J'avais trouvé que c'était assez compliqué à faire. Et en fait, là, en produisant à manger, mais l'impact qu'on a, il est immédiat. Et c'est aussi un impact sur la santé publique, la santé des gens. En revenant en France, je me suis dit, ben, c'est simple, je ne veux plus mettre de produits chimiques dans mon environnement, dans mon entourage, dans l'eau que vont boire les voisins, dans le sol, dans l'air. Voilà, je vais je vais prendre cet engagement d'avoir une vie où j'essaye de ne pas rajouter de pollution à la pollution ambiante et de faire autre chose et de montrer qu'on peut, avec beaucoup d'autres personnes qui ont ouvert la voie avant, évidemment, montrer qu'on peut faire de l'agriculture sans ce produit chimique-là. Alors, juste pour remettre du coup dans l'ordre les différents événements de ton parcours, tu vis un petit peu à la campagne en Angleterre, c'est là où tu goûtes un petit peu aux joies, c'est ça? Et en fait, je vivais à Londres, mais mon compagnon de l'époque avait toute sa famille au Pays de Galles, dans un endroit complètement reculé, où ses parents avaient acheté une petite ferme pour leur retraite avec énormément d'animaux. C'est là qu'on s'est familiarisé, lui et moi, avec les cochons. C'est la toute première fois là. Ah bah ouais, mais c'était nos animaux préférés sur la ferme. Ils sont joueurs, sociables, drôles. Enfin, vraiment, il y a un lien qu'on peut avoir avec les cochons, c'est extraordinaire. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que tu reviens en France? Donc les problèmes de santé font que je reviens en France. Ok. Et Parce que quoi, tu veux te soigner? Tu veux... Ouais, c'est ça. Il fallait que de toute manière, il fallait que je puisse trouver des endroits où j'allais mieux vivre.
et pouvoir avoir un suivi médical en France, dans ma langue maternelle, parce que c'est quand même pas évident d'être dans un autre pays pour vivre tout ça. Mon compagnon vivait toujours à Londres, et je me suis dit, bah tiens, pour faire le lien, je vais prendre des fermes, essayer de trouver des fermes où il y a toujours quelques cochons, comme ça quand il viendra me rendre visite, on pourra quand même continuer ce lien particulier qui nous unit, lui et moi, avec ces animaux. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène dans le Gers? Le hasard. Oh là là, mais alors le nombre de personnes qui m'entourent dans le Gers qui sont arrivées là par hasard, c'est assez extraordinaire. On y tombe par hasard et après on y reste par choix parce que c'est un département magnifique avec de très beaux paysages. On n'est pas très loin des Pyrénées, c'est une terre de coteaux, c'est une terre qui fleurit de tournesols en été. C'est beau, c'est magnifique. Il y a des endroits encore un petit peu boisés. Alors pas là où je me suis installée autour de Auch, mais dans d'autres zones du Gers, des zones Natura 2000 protégées. Vraiment c'est beau et surtout on y vit bien. Moi j'ai trouvé que c'était une terre d'accueil. En tout cas c'est une terre qui m'a très bien accueillie. Une terre où il y a une tradition du bien vivre, du bien manger. C'est la terre des volailles fermières, des canards gras, du porc noir, de toutes ces bonnes choses. C'est une très belle terre et j'ai décidé d'y rester parce que je m'y sentais bien. Donc au début, je voulais faire un petit tour de France pour découvrir plein de départements et mon chemin s'est arrêté dans le Gers. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anglais justement dans ce coin-là? Donc du coup, je fais le lien. Mais... Oui, j'ai atterri chez des Anglais au démarrage qui m'ont accueilli à bras ouverts. Et c'est auprès d'une femme, Louisa, qui m'a accueilli à ce moment-là, que j'ai appris vraiment le soin aux cochons, les mises bas. Et c'est elle qui m'a entraînée dans la salle de découpe pour me montrer que les femmes aussi pouvaient parfaitement bien apprendre le métier de boucherie-charcuterie, découper, faire leur transfo et voilà, avoir tous ces savoir-faire-là, et elle me les a passés. Et moi, j'ai bien à cœur maintenant de pouvoir passer ces savoir-faire-là à d'autres femmes. Il y a beaucoup de femmes qui viennent se former à mes côtés en boucherie-charcuterie parce qu'elles ont peur du jugement des hommes, elles ont peur que les hommes fassent à leur place. Et effectivement, en fait, entre femmes, on se débrouille très bien, on s'amuse bien, et c'est très... je sais pas quel est le mot en français, empouvoirant, empowering en anglais. Oui, voilà, de pouvoir, pouvoir s'entraider sur tout ça. Tu parles de Louisa, est-ce qu'il y a un moment, une anecdote, un moment particulier où tu sais que à ce moment-là, tu te dis, ouais, ok, là, ma place, elle est à la campagne, elle est d'être éleveuse de porc noir, en fait, dans le Gers? Bah, je sais pas, ça a été évident dès la première minute où j'ai mis les pieds dans le Gers. Enfin, déjà, c'est quelque chose qui résonne tellement avec ce qu'on a à l'intérieur de soi. En fait, le rapport au vivant, le rapport à l'animal, le rapport au végétal, parce qu'en fait, animal et végétal vont de pair. Ça, je le martèle dans le bouquin qu'on a coécrit, je le martèle auprès de tout le monde. Quand on veut bosser en bio, sans pesticides, sans intrants de synthèse, sans engrais, eh ben, on a besoin de fertiliser nos terres différemment. Donc d'avoir des animaux et des végétaux qui bouclent le cycle de l'azote et qui permettent de faire pousser tout ce qu'on mange, tous les végétaux qu'on mange derrière. Et c'est évident, en fait, quand les saisons s'enchaînent, quand on voit les arbres revenir à la vie au printemps, enfin ils étaient encore vivants en hiver bien sûr, mais on sent cette vie sourde et cachée parce qu'en fait on la sent dans notre corps à nous. C'est extraordinaire d'observer les bourgeons, d'observer les fleurs au printemps. Chaque printemps est un renouveau. Et de voir les paysages changer et de se sentir changer avec, c'est extraordinaire. Donc pour moi, c'est une évidence totale. Il y avait une forme de... Tu te sentais ressourcée, finalement, de l'intérieur, comme ça, parce que c'est vrai que tu parles, c'est très poétique. Donc c'est pour ça que j'essaie de chercher des mots pour comprendre, en fait, ce qui se passait à l'intérieur de toi, pour comprendre, en fait, cette connexion à la nature. Bah ouais, c'est comme si... de par ma vie en ville, je m'étais justement déconnectée de quelque chose d'évident. Et revenir à la campagne, sans idéaliser la campagne, hein, bien sûr, je suis quand même agricultrice dans le dur très souvent, avec un métier physique, compliqué, des moments durs, mais sans idéaliser ça, c'est quand même la capacité d'être en lien avec le vivant qui nous fait vibrer chaque jour. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait vibrer chaque jour. Le simple fait de voir la brume le matin lorsque je me lève, un faisan qui apparaît au milieu et puis derrière mes cochons qui débarquent, enfin, c'est magnifique, c'est magnifique, vraiment. C'est pour ça que je changerai de métier pour rien au monde. Et de pouvoir laisser sa trace aussi sur le paysage. Par exemple, j'ai planté beaucoup d'arbres sur ma parcelle, 1300 à peu près, et sur le reste de la ferme collective. Et chaque hiver, il y a quelqu'un parmi nous qui organise un gros chantier de plantation.
Donc là, ça fait 2 week-ends qu'on plante des arbres. Donc le dimanche matin, à 9h, on est dehors dans la brume avec la bêche et on plante, on plante, on plante. On remet des arbres champêtres, on remet des arbres fruitiers. On remet tout ça pour refaire vivre nos terres qui, pendant des décennies, ont été travaillées de façon différente, de façon conventionnelle, avec généralement, c'est pas pour jeter la pierre à ceux qui ont fait de l'agriculture avant, évidemment, mais c'est juste que le principe, c'était de faire des grands champs, d'enlever les arbres, de faire vraiment des grands champs pour bien se mécaniser, passer avec des gros tracteurs. Et le problème, c'est que la vie est partie. La biodiversité dans les champs s'est réduite, s'est vraiment effondrée. En 50 ans, il y a plus de 50% des populations d'insectes qui ont disparu en Europe et plus de 70% de la population des vertébrés sauvages au niveau mondial. Donc on a vraiment urgence à remettre de la vie partout, partout où on est. Et vraiment, agriculture et sauvage, agriculture et nature vont ensemble. Et on peut refaire ça. Et moi, j'adore maintenant voir que les arbres que j'ai plantés il y a quelques années hébergent des pollinisateurs, hébergent des oiseaux. Et je les entends et je les vois. Mais quelle récompense, c'est magnifique. Comment ça se passe alors du coup? Tu me parles de Louisa, où vraiment tu accroches avec les cochons, tu sais que tu as envie d'en faire ton métier. Concrètement, tu dois passer une formation. Comment ça se passe? Tu dois acheter une ferme? Ouais. Alors ça, c'est le parcours de l'installation agricole. Effectivement, il y a plein d'étapes. Si on veut avoir des subventions de l'État, il faut qu'on ait une formation diplômante. Donc moi, en tant que personne en reconversion, j'ai fait le BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Il y en avait un dans le Gers, donc c'était parfait. C'est une formation en 1 an qui nous permet de faire nos démarches administratives ensuite. Mais là, c'est pas gagné. Après, il faut trouver la terre, il faut pouvoir la financer. Et une fois qu'on a la terre, après, il faut trouver un cheptel, il faut trouver du matériel, il faut tout construire. Donc en fait, il y a énormément d'argent à débourser. C'est énorme. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'épargner de l'achat du foncier au démarrage et de trouver ce foncier assez facilement. Au début, grâce à la rencontre avec une autre femme qui s'appelle Marie-Sylvie et qui, elle, avait fait toute sa carrière en porc intensif. Juste à côté d'Auch, et donc autour de son élevage de porc intensif, elle avait 110 hectares de terre. Et son fils avait décidé quelques années auparavant de revenir s'installer sur sa ferme, non pas pour reprendre son exploitation de porc à elle, mais pour faire des chèvres, des brebis, du fromage en vente directe, tout en bio. Et il ne voulait pas travailler tout seul, donc il a commencé à constituer un collectif autour de lui. Et Marie-Sylvie a accepté de nous aider à nous installer en nous passant des terres en location, en fermage. Et donc petit à petit, voilà, il y a des jeunes qui se sont installés et donc son exploitation de 110 hectares est peu à peu devenue le support de 4 puis 5 fermes, désormais 6, qui nous permettent de faire une agriculture complètement diversifiée. Donc il y a du maraîchage, des céréales, des brebis, des chèvres, des porcs noirs et des arbres fruitiers. Voilà. Mais tu disais qu'elle faisait du coup de l'élevage intensif. Oui. Comment tout à fait. du coup ça a matché avec toi, tout ce que tu m'expliques depuis le début, Ouais. avec ton état d'esprit? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à accepter en fait de bosser à cet endroit-là? C'était le fait justement qu'on arrête cet élevage intensif? Elle préparait sa transmission, donc ne trouvant pas de repreneur pour l'élevage intensif, elle savait bien que ça allait se terminer. Et Marie-Sylvie m'a ouvert ses portes pour que je puisse aller apprendre des gestes, des savoir-faire, des techniques à ses côtés. Parce qu'en fait, quand on se forme que dans des tout petits élevages, on a du mal à apprendre certains gestes que les éleveurs se réservent pour eux. Tous les gestes vraiment techniques, par exemple de soigner des bêtes, de faire des fouilles. Très rarement, s'il faut soigner un animal et lui faire une piqûre, par exemple, ça n'arrive vraiment pas souvent dans les petits élevages, donc moi je ne pouvais pas apprendre ces gestes-là. Alors que Marie-Sylvie m'a permis, à ses côtés, d'apprendre à faire ça sur un volume de porc énorme. Moi, par exemple, quand je me suis installée, j'avais 80 cochons, elle en avait 3000. Donc forcément, il y a beaucoup plus de problèmes qui peuvent arriver sur 3000 porcs. Et donc, il y a plein de gestes que j'ai appris à ses côtés et que maintenant, si en extrême urgence je dois les faire chez moi, je sais les faire grâce à elle. Et elle est toujours à côté de ma ferme, elle n'a plus ses cochons, voilà, elle a arrêté. Mais il n'empêche que si j'ai un souci avec un animal, c'est pas le veto que j'appelle, c'est Marie-Sylvie. Voilà, c'est elle qui vient m'aider et elle a une connaissance de l'animal, même si moi mes bêtes sont des porcs noirs en plein air, elle c'était du porc rose en intérieur, ça reste quand même physiologiquement la même bête et son savoir-faire est extraordinaire.
Et combien de temps a duré cette logistique de fermage, donc du coup? Alors le fermage, moi ça a été pendant plusieurs années. En fait, un fermage, c'est 9 ans. C'est un bail rural qui protège vraiment le fermier, donc la personne qui loue. Normalement, ça dure 9 ans. Mais je devais acheter la terre auprès de Marie-Sylvie au moment de sa retraite. Et la retraite, c'était l'année dernière, mais ça faisait des années qu'on préparait son départ à la retraite. Enfin, qu'elle le préparait et que nous, on savait qu'on devait acheter. Sauf que à partir de 2022, comme j'ai expliqué à un autre moment, j'ai commencé à avoir une situation économique fortement dégradée à cause de plein de chocs exogènes. Et là, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir acheter cette terre. Ça n'allait pas être possible. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais arrêter d'être éleveuse alors que j'avais tout construit, que j'avais constitué mon cheptel, mon troupeau. C'était extrêmement dur, extrêmement violent d'imaginer ça. Et d'autres personnes du collectif se sont retrouvées exactement dans la même situation. Mais Marie-Sylvie, il fallait bien qu'elle puisse vendre ses terres pour prendre sa retraite. On était dans une impasse. Et là, Terre de Liens, qui se montait dans le Gers, puisque c'est une association qui a des relais dans tous les départements, Terre de Liens a proposé de racheter le foncier de notre ferme pour sécuriser toutes ces installations agricoles de jeunes paysans et permettre lorsque Marie-Sylvie prendrait sa retraite, d'installer des nouveaux jeunes paysans sur les terres qu'elle allait libérer. Et donc c'est un processus qui a pris 2-3 ans. Voilà, c'est long hein, évidemment parce que c'est très carré, très sérieux, très cadré. Et là c'est bon, toutes les terres ont été rachetées par Terre de Liens, donc ça nous permet aussi de garder une unité foncière cohérente au sein de cette ferme où toutes les parcelles sont d'un seul tenant, que nous on louait tous et toutes sous des noms différents. Bah, maintenant c'est Terre de Liens qui a tout, et on sait que les terres sont sorties de la spéculation, pour toujours. Et ça, pour nous, c'était une démarche extrêmement importante parce qu'on n'avait pas envie d'acheter les terres à un certain prix. Et si d'un coup, dans quelques années, on se retrouvait en faillite, dans l'obligation de vendre rapidement, on ne voulait pas vendre au plus offrant ou devoir vendre nos terres très chères parce que si on fait ça, ça fait augmenter le prix des terres partout autour. Et en fait, lorsqu'on s'est installé en 2018, enfin moi en 2018 en tout cas, les terres dans le Gers avaient doublé de prix en 15 ans. Donc on s'est dit, mais mince, si ça double tous les 15 ans, on va pas s'en sortir. Enfin, nous peut-être, mais pour la génération d'après, pour ceux qui vont produire à manger demain, ça va pas être possible. Donc comment faire? Il faut bien casser ce cercle vicieux à un moment, et ça fait partie des objectifs de Terre de Liens qui existent depuis plus de 20 ans, c'est de racheter des fermes, de les sortir vraiment de ce cycle de la spéculation, et d'encourager des jeunes paysans, jeunes ou moins jeunes, hein, à s'installer, surtout lorsqu'ils sont non issus du milieu agricole. Donc ça, c'est mon cas et le cas de 60% des jeunes qui s'installent maintenant. C'est une vraie lame de fond, hein, c'est pas juste un petit événement, c'est une réalité sociologique. Et ben, on n'a pas accès au foncier, on l'a plus dans nos familles, il faut bien qu'on le trouve quelque part. Et Terre de Liens insiste aussi beaucoup sur l'écologie et l'environnement. Donc on a un bail rural environnemental, on est obligé de respecter des pratiques environnementales. Donc nous, on était déjà tous en bio sur la ferme, donc pour nous c'était évident qu'on voulait préserver ces techniques-là. On veut préserver l'état de nos sols, de nos cours d'eau, etc. Et pour nous, l'arbre, et remettre de l'arbre et de la biodiversité, c'est central. Et pour Terre de Liens aussi, donc ça tombe bien, le mariage a été fait très rapidement. Tu connaissais Terre de Liens justement avant qu'on te propose de reprendre en fait le collectif? Oui, j'en avais entendu parler bien sûr et j'étais d'accord avec plein de points, mais il me restait un petit accroc sur la propriété du foncier. Donc peut-être parce que j'avais vécu un peu à Londres, qui est très individualiste et très branché propriété avant, mais j'avais du mal à imaginer céder cette propriété. Je me disais, bah non, quand même, je suis agricultrice, je veux être chez moi et travailler ma terre. Et finalement, au bout de plusieurs années d'exercice de ce métier, d'ouverture de son œil sur le vivant, etc., on se rend compte que vraiment la terre est un commun, c'est un bien commun. À un moment, ça m'a semblé absurde de me dire que ça allait être ma terre à moi, et qu'elle allait en fait me coûter si cher et me coûter chaque jour autant d'efforts pour rembourser des prêts. Pourquoi juste avoir une terre, un fardeau en fait, combien de temps j'allais devoir trimer pour la rembourser? 20 ans, 25 ans, 30 ans peut-être? Ça me paraissait absurde. En fait, autant la travailler et ensuite pouvoir la passer à d'autres jeunes qui voudront exercer ce métier pour nourrir les gens à côté de chez eux. Donc je me suis peu à peu libérée de cette idée vraiment de la propriété individuelle. Mais en fait, la propriété de la terre chez Terre de Liens, elle y est toujours, mais elle est collective. Elle appartient à beaucoup, beaucoup plus de personnes. Elle appartient aux citoyens et aux citoyennes qui mettent leur épargne solidaire dedans. Et ça, je trouve ça génial comme lien avec les gens. Parce qu'en fait, les gens, on les nourrit. Et en échange, ils ont aussi leur mot à dire sur la façon dont on va cultiver et faire à manger demain.
Et là, leur choix de citoyen est extrêmement fort. Quand ils mettent de l'argent chez Terre de Liens, c'est pour dire, nous, on veut une agriculture paysanne de proximité, qui nourrisse les territoires, qui travaille en bio ou en respectant l'environnement, qui remettent des arbres, qui élève les animaux plutôt en plein air qu'en intensif, même de façon évidente, et les citoyens font ce choix. Et Terre de Liens permet de matérialiser ce choix. Je trouve ça très fort. Pour être très concrète, pour que les gens comprennent bien comment ça se passe, on peut aller sur le site internet en fait de Terre de Liens, découvrir en fait les différents projets partout en France. On peut mettre n'importe quelle somme. Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que ça commence à 50 €. Il me semble, mais peut-être que je suis en train de vous dire une bêtise. D'accord. Je n'en sais rien. Mais vous allez voir sur le site, mais en tout cas, les actions sont... Vous ne pouvez pas prendre des actions trop fortes, trop importantes, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une personne qui ait beaucoup plus de pouvoir que les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est très carré et réglementé. C'est une propriété collective avec un maximum de personnes qui possèdent des parts dans des fermes, mais en tout cas pas d'un coup d'actionnaires majoritaires. Voilà, ça, c'est des gouvernances qui sont très bien établies. Et ensuite, vous découvrirez bien vite qu'il y a plein de fermes Terre de Liens, probablement à côté de chez vous, et qui ouvrent leurs portes. Ça fait aussi partie de la charte Terre de Liens, c'est de se dire que nos fermes, elles ne sont pas fermées. C'est aussi des espaces qu'on ouvre, dans la mesure de nos capacités, parce que ça demande beaucoup d'énergie et de temps quand on est paysan d'ouvrir bénévolement comme ça nos portes. Tu parles de fermes pédagogiques en fait ? Non, pas du tout. Nos fermes à nous, qui sont des fermes de production, parfois on les ouvre, on fait des portes ouvertes, on fait des événements, on fait des événements culturels, on fait des banquets, enfin voilà, moi ça me tient énormément à cœur, on fait ça 1 à 2 fois par an sur notre ferme, et il y a plein de fermes Terre de Liens qui visent à faire connaître leur métier, pour que les gens voient comment ils produisent leur alimentation. C'est vraiment important. Après, ça prend du temps. Faire une porte ouverte un dimanche, c'est énorme comme travail, donc on le fait pas aussi souvent qu'on le souhaiterait. Mais ça nous permet de créer du lien avec les gens qui sont autour de chez nous, et c'est important, et ça fait partie vraiment des valeurs de Terre de Liens. Du coup, pour revenir sur le modèle de Terre de Liens, je me remets à nouveau à la place du citoyen. Si je contribue à hauteur, on disait de 50 € par exemple, ça veut dire que je suis un petit peu propriétaire finalement de cette ferme ? Exactement, tout à fait. Vous ne serez pas propriétaire d'une ferme en particulier, vous serez propriétaire d'un morceau d'une des fermes qui partagent ces valeurs en France. Mais en tout cas, c'est non négligeable, très clairement. C'est même un acte très important, parce qu'il faut savoir que chaque semaine en France, il y a à peu près 200 fermes qui disparaissent. Ça, c'est un chiffre clé. Et en plus de 20 ans, Terre de Liens, on a racheté 300 à peu près. Donc on a l'impression que par rapport à 200 qui disparaissent chaque semaine, c'est pas assez. Mais justement, Terre de Liens monte en puissance pour pouvoir, grâce aux citoyens qui s'engagent à ses côtés, pouvoir continuer à sauver des fermes et à installer des jeunes paysans. Donc vraiment, il faut continuer dans ce mouvement-là, il faut continuer pour continuer à avoir le choix en fait de l'alimentation et de l'environnement qu'on a autour de chez nous. Tu dis 200 par semaine ou par an ? Par semaine. Par 200 semaine, fermes par semaine qui disparaissent. C'est énorme. Départ à la retraite, fusion avec des fermes d'à côté et manque d'installation agricole. Alors pourtant, les jeunes veulent toujours autant s'installer. En fait, il y a à peu près 25 000 porteurs de projets qui arrivent tous les ans au point accueil et installation pour chercher à s'installer agricultrices. Et en fait, il n'y en a que la moitié qui, au final, arrivent vraiment à le devenir. Donc ça veut dire qu'on laisse la moitié des porteurs de projets sur le côté, notamment tous ceux qui sont non issus du milieu agricole, parce qu'en fait, le foncier est difficile à trouver, difficile à financer. Ça, c'est des freins énormes, et c'est là que Terre de Liens intervient pour nous aider, les paysans, à vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Et ensuite, les volets formation, accompagnement. Quand on n'est pas issu du milieu agricole, on a des besoins très spécifiques. Il faut tout apprendre, ça prend des années. Et comment on vit pendant ces années de formation ? En fait, si on n'a plus de droit au chômage ni rien, on se retrouve dans des situations très précaires. Donc, il y a des assos qui se mobilisent sur le territoire pour nous aider à acquérir toutes ces compétences, etc., de façon sécurisante. Mais ouais, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça aussi qu'on perd la moitié des gens sur le chemin de l'installation agricole. Il y a une autre réalité dans l'agriculture française, c'est bien parce que du coup tu as bien fait un état des lieux par rapport à la fermeture, à la disparition même de ces fermes, c'est qu'il y a une enquête de Santé publique France qui est sortie et qui parle quand même d'un suicide chez les agriculteurs tous les 2 jours en France. Ça aussi, ça ajoute quand même à la réalité de la situation dans nos campagnes.
Moi, je me demandais tout ce que tu nous expliques, plus cette enquête qui est absolument terrible. Est-ce que ça vous met une pression à vous qui avez réussi en fait à vous lancer? Je dis vous dans le sens où les agriculteurs en fait. Ouais, la situation les chiffres du suicide dans le milieu agricole sont absolument affolants, absolument dramatiques, et c'est très compliqué aussi de les agréger parce que plein de fois c'est camouflé aussi en accident du travail, etc. Donc vraiment c'est un énorme sujet. Et clairement l'isolement mental et physique, c'est un énorme problème parce qu'en fait les fermes sont devenues de plus en plus grandes tout au long du XXe siècle, mais avec de moins en moins de personnes qui travaillent dessus. Donc vous avez des agriculteurs tout seuls, isolés, avec des gros tracteurs et des grosses dettes. Et ça, c'est tragique, enfin, vraiment. Donc nous, ce qu'on a fait comme pari sur notre ferme, c'est d'être à plusieurs. Vraiment, c'était pour plein de raisons qu'on s'est mis à plusieurs. Déjà parce qu'on avait cette envie, ce besoin de continuer à avoir une vie sociale. Donc tous les midis, on mange tous les midis ensemble. En revanche, le soir, on n'est pas une communauté. Chacun retourne chez soi, dans sa famille, vivre de son côté. Mais en tout cas, les midis, on sait qu'on peut compter sur les autres pour partager les bons moments, pour partager les mauvais moments aussi, pour se filer des coups de main. On mutualise le matériel. Pareil, si on avait tous un énorme tracteur, on serait beaucoup plus endettés que maintenant. On mutualise beaucoup de choses. Et vraiment, on lutte, je pense, contre cet isolement. Et au début du XXe siècle, ou même juste après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup plus de personnes à la campagne, des millions de personnes. Et du coup, l'agriculture se faisait à plusieurs. Et ça a du sens de le faire à plusieurs. Et même, il y a encore une ou deux générations, il y avait toujours la mère, la grand-mère, l'oncle, le grand-oncle qui était là pour nous faire des réparations de tracteurs ou ouvrir la ferme aux gens qui passent, vendre quelques produits. Mais en fait, là, on fait comment si on est tout seul? On ne peut pas. On ne peut pas tout faire tout seul. C'est trop compliqué, on n'a pas le temps. Donc en étant à plusieurs, on arrive à se partager les tâches et on partage le fardeau de la terre. En fait, ça devient plus un fardeau, la terre, au contraire, ça devient quelque chose de vivant, de nourricier, d'impitoyable parfois, mais en tout cas qu'on fait vivre et qui nous fait vivre. Ce qui veut dire que le modèle de terre de liens est complètement en phase avec ce que tu m'expliques. Je réfléchis cette idée que l'agriculture de demain en fait doit se faire en collectif. C'est hyper fort ça comme enseignement parce que c'est vrai qu'on imagine le cliché, c'est un peu le paysan, j'aime pas ce terme, mais l'agriculteur dans sa campagne qui gère ses vaches ou ses cochons dans son coin et qui déteste la ville, quoi, tu vois. Non, mais je pense que les gens ont ça en fait en tête. Ah oui, non, ça faut vraiment déconstruire ça très clairement. Après, c'est vrai que quand on est dans notre boulot, faut pas venir nous embêter. Enfin, vous savez, moi j'ai déjà eu des gens qui venaient comme ça en plein milieu d'une journée, qui garaient leur voiture devant chez moi et qui débarquaient alors que j'étais en plein soins aux animaux, paillage, réparation, plomberie, que sais-je, qui sont en mode bonjour, on vient se balader ou discuter. Mais non, désolé. En fait, on a besoin de faire notre boulot correctement, tranquillement. Et ensuite, en revanche, on vient à votre rencontre sur les marchés, dans les épiceries, sur des journées dédiées, des portes ouvertes, etc. Et là, vraiment, on prend le temps. On prend le temps de transmettre, on prend le temps de discuter. Mais voilà, il faut vraiment respecter le travail des agris et des paysans quand ils sont sur leur ferme. Juste en aparté, est-ce que sur Terre de Liens, on a tout dit, tu penses que tu as devancé mes questions, tu as tout dit tellement de manière magnifique. Je pense que juste des petites questions de chiffres. En France, la ferme moyenne fait 69 hectares. Et le prix moyen de l'hectare, c'est 6 500 €. Donc imaginez que s'il fallait acheter une ferme moyenne en France, il faudrait déjà débourser plus de 400 000 € juste pour le foncier. Sachant que derrière, il faut acheter le matériel, le cheptel, son outil de travail, son atelier de transfo, que sais-je. Ben voilà, imaginez le chèque à la fin et imaginez combien d'années il faut pour rembourser tout ça. Et tout ça, c'est au dur labeur de son corps. On ne peut pas spéculer sur les denrées agricoles quand on veut les vendre en direct à un prix juste aux personnes qui nous entourent. Donc, à un moment, c'est notre corps et notre force de travail qui trinquent. Donc en fait, se libérer du poids du foncier, ne plus avoir à payer ça parce que les citoyens nous ont aidés à l'acheter, en fait, grâce à Terre de Liens, c'est énorme, vraiment énorme. Clairement, sans Terre de Liens, t'aurais pas pu continuer. Non, j'aurais arrêté. Ce qu'on disait. Ouais, j'aurais arrêté. Ouais. Et là, de même, Marie-Sylvie vient de prendre sa retraite, il y a une 50aine d'hectares de terres céréalières qui donc se libèrent.
Ah, voilà, on est quasiment au chiffre dont je parlais tout à l'heure, 50 hectares fois 6 500 € l'hectare. Je vous laisse faire le calcul, mais c'est encore une fois une installation qu'on va pouvoir faire en